Claire Moreau, 32 ans, habitait dans une résidence modeste aux abords de Lyon, dans un quartier où les rues semblaient toujours un peu plus silencieuses que nécessaire. La vie n'avait jamais été tendre avec elle, mais depuis 6 ans, elle n'avait pas le luxe de se plaindre. Depuis la naissance de Jules, son fils Claire n'était plus simplement une femme, elle était une forteresse fatiguée, mais toujours debout. Ses journées commençaient peu après 6 heures du matin, alors que Jules dormait encore, les bras autour d'un vieux ours en peluche, dont les coutures témoignaient de l'amour qu'il avait reçu. Claire, elle, se préparait dans un silence millimétré. Douche rapide, sandwich préparé à la hâte, sac à dos prêt pour la crèche. À 7h30, elle déposait Jules chez Madame Perret, une nourrice au grand cœur, mais aux horaires inflexibles. Puis, direction l'entreprise de logistique, où elle travaillait comme assistante administrative. Le bureau était un lieu d'effervescence contenue, où les dossiers s'empilaient, comme les soucis de Claire. Elle connaissait chaque protocole, chaque chiffre de référence, chaque client difficile. Son efficacité était incontestée, mais invisible. Elle faisait tourner la machine, mais restait dans l'ombre. Son supérieur direct, M. Laurent Dufresne, était un homme méthodique, rarement désagréable mais distant. Leur relation se limitait à des échanges strictement professionnels, ponctués par quelques remerciements polis. À 17h, la première journée de travail se terminait. Mais Claire ne rentrait pas chez elle. Elle troquait sa blouse pour une veste chaude, enfilait un casque et montait sur son vieux scooter électrique pour entamer son deuxième emploi. Livreuse de repas. Les rues de la ville, avec leurs lumières floues et leurs passants pressés, devenaient son nouveau bureau. Elle connaissait tous les raccourcis, toutes les rues en travaux et toutes les adresses où les clients étaient trop avares pour donner un pourboire. Vers 22h, elle récupérait Jules, déjà endormi sur le canapé de Madame Perret. Le trajet jusqu'à chez elle se faisait dans un silence doux, seulement brisé par les ronflements légers de l'enfant. Elle le couchait, lui embrassait le front, puis s'asseyait quelques minutes au bord de son propre lit, juste quelques minutes. Souvent, elle s'endormait tout habillée, un pied encore posé au sol, le dos en tension, les yeux clos, avant même de réaliser qu'elle avait enfin arrêté de bouger. Claire n'avait plus de rêve depuis longtemps. Il s'était envolé un soir de mars, 6 ans plus tôt, quand le père de Jules avait quitté leur petit appartement avec la promesse de revenir. Il n'était jamais revenu. Pas un appel, pas un message, pas un signe. Elle avait attendu 1 semaine, 1 mois, 1 an. Puis, elle avait cessé d'attendre. Elle avait accepté que certains hommes n'étaient que des ombres de passage. Depuis, elle vivait pour deux, pour elle et pour Jules. Les rares moments de paix arrivaient quand elle observait son fils dormir, ou quand, entre 2 courses, elle s'autorisait une gorgée de café trop sucré sur une terrasse de fortune. Elle pensait alors à ce qu'aurait pu être sa vie si elle avait eu le luxe du choix. Elle aurait aimé devenir graphiste ou peut-être professeur. Elle aurait aimé voyager, lire davantage ou tout simplement respirer sans la sensation d'un compte à rebours permanent dans sa tête. Mais ces pensées ne duraient jamais. Une alarme sonnait, un client appelait, un enfant pleurait, et le monde reprenait sa course, inlassablement. Les derniers jours avaient été particulièrement épuisants. Le froid s'était installé plus vite que prévu, les livraisons s'étaient multipliées avec les commandes de repas chauds, et Jules avait fait une petite fièvre qui avait nécessité une visite médicale et des médicaments non remboursés. Claire tenait bon, mais elle sentait que son corps la trahissait. Ses mains tremblaient parfois sans raison. Elle oubliait des mots simples. Elle avait même failli s'endormir au feu rouge, scooter arrêté. Ce mardi soir-là, alors qu'elle terminait sa dernière livraison, elle se surprit à penser qu'elle n'en pouvait plus. Pas juste de fatigue, mais d'un épuisement plus profond, enraciné dans la moelle. Elle regarda l'heure sur son téléphone. Il était presque minuit. Un rappel surgit. Imprimer les documents pour M. Dufresne, comme convenu. Elle avait promis, et elle tenait toujours ses promesses. Malgré le froid et ses paupières lourdes, elle se dirigea vers l'entreprise. Elle entra avec son badge, se faufila jusqu'à la salle d'impression et lança les documents. Le ronron de la machine fut comme une berceuse. Juste quelques minutes sur le canapé de la réception, pensa-t-elle. Juste le temps que l'impression se termine. Elle s'assit, s'allongea à moitié, ferma les yeux et s'endormit. Un ronflement faible, régulier, presque imperceptible, se mêlait au tic-tac distant de l'horloge murale. L'obscurité dans la réception de l'entreprise
n'était troublée que par la lueur bleutée de l'imprimante en veille et les néons qui clignotaient faiblement dans le couloir adjacent. Claire dormait profondément, son sac encore en bandoulière, ses cheveux en désordre couvrant partiellement son visage. Son souffle était calme, mais son corps, lui, exprimait une fatigue bien plus ancienne que la nuit en cours. Dehors, le froid s'intensifiait, collant des cristaux de givre sur les vitres. La ville s'était figée dans ce silence caractéristique des heures entre chiens et loups, lorsque les rares passants pressèrent le pas sans se retourner et que les lampadaires semblaient être les seuls témoins de la vie nocturne. Dans le sommeil de Claire, il n'y avait ni rêve ni soulagement, seulement un vide nécessaire, brutalement interrompu par un bruit sourd. Un pas, puis un autre. Elle ouvrit brusquement les yeux, désorientée. Pendant une seconde, elle ne sut plus où elle était, ni pourquoi elle sentait sa joue humide contre le tissu rugueux du canapé d'accueil. Son regard chercha un repère. L'horloge. 6 heures du matin. Le jour commençait à percer derrière les stores fermés. Elle se redressa d'un bond, le cœur battant. Elle n'avait pas entendu l'alarme de son téléphone. L'impression des documents était achevée depuis longtemps. Elle se leva précipitamment, essayant de lisser sa jupe froissée, de rassembler ses affaires, de remettre un semblant d'ordre dans son apparence. Puis, des pas résonnèrent à nouveau, plus proches, plus assurés. Elle se figea. La silhouette qui apparut dans l'embrasure du couloir la surprit par sa rigidité, son calme apparent, mais surtout par son regard. Monsieur Laurent Dufresne la fixait, visiblement aussi surpris qu'elle. Il portait un manteau sombre ouvert sur un costume impeccable et son regard oscillait entre interrogation et prudence. L'espace d'un instant, le silence fut total, presque pesant. Claire ouvrit la bouche, sans qu'aucun son n'en sorte immédiatement. « Je suis désolée, monsieur Dufresne, » dit-elle enfin d'une voix enrouée par le sommeil. « Je voulais juste imprimer les documents. Je me suis assoupie sans m'en rendre compte. » Elle se força à soutenir son regard, bien qu'elle sente ses joues brûler de honte. Elle tenta un sourire maladroit, espérant minimiser l'embarras de la scène. Mais il ne répondit pas. Il la regardait toujours, non pas avec sévérité, mais avec une étrange concentration, comme s'il essayait de reconstituer un puzzle qu'il ne savait même pas avoir entamé. Claire baissa les yeux. Ses chaussures étaient couvertes de traces de boue séchée. Sa veste pendait à moitié sur son épaule. Elle se sentait ridicule, prise au piège dans un décor professionnel qu'elle venait involontairement de profaner. « Il n'y a pas de mal, » dit enfin Laurent, sa voix grave rompant la tension. « Vous n'avez rien cassé, que je sache ?» Claire secoua la tête. « Alors ce n'est pas dramatique. » Il s'approcha lentement, contourna le canapé sans un mot, puis se dirigea vers la machine à café. Il appuya sur un bouton et un gobelet en carton se mit à trembler sous le bec verseur. « Vous voulez un café ?» Claire resta un moment sans répondre. Était-ce un piège, une façon polie de la faire patienter avant de la réprimander, ou simplement un geste humain? Elle hésita, puis hocha la tête. Il lui tendit le gobelet chaud sans insister sur son état. Elle accepta, murmurant un faible « merci », sans oser le regarder. Elle avait l'impression que ses cernes s'étaient creusées en une nuit, que chaque fibre de son être trahissait une détresse qu'elle n'arrivait plus à cacher. « Vous êtes souvent la dernière à partir », dit-il en prenant place sur un fauteuil face à elle. « Je l'ai remarqué, mais je ne vous ai jamais vu revenir aussi tard. » Claire prit une gorgée du café amer, espérant que la chaleur lui rendrait un peu de contenance. Elle savait que c'était peut-être le moment où tout basculerait. Un avertissement, une remarque sur la sécurité, une note dans son dossier. Tout cela pour un instant de faiblesse. Mais Laurent ne disait rien. Il attendait. Pas comme un patron, mais comme quelqu'un qui, pour une fois, voulait comprendre. Ce silence-là n'était pas vide. Il était plein de questions non posées. Claire, épuisée, sentit une brèche s'ouvrir en elle. « J'ai 2 emplois, » dit-elle simplement. « Celui-ci. Et je fais des livraisons le soir. » Elle hésita, puis ajouta « Pour payer les factures, pour mon fils. » Laurent hocha lentement la tête, sans surprise feinte, sans interruption. Juste une écoute sincère. Claire n'en croyait presque pas ses yeux. Elle était habituée à ce que les gens hochent la tête, certes, mais avec ce regard flou qui trahit l'absence réelle d'attention. « Vous dormez quand, alors ?» La question n'était pas ironique, ni moqueuse. Elle était réelle, presque douloureuse. Claire haussa les épaules, esquissant un sourire triste. Parfois dans le bus, parfois pas du tout. Un silence encore.
Puis Laurent posa son café et se redressa. « Je veux que vous reveniez ici à 9 heures, dans la salle de réunion, officiellement. J'aurai besoin de vous parler. » Claire fronça les sourcils, surprise par le ton neutre mais résolu de sa voix. « À 9 heures? Mais je dois déposer mon fils à la crèche, puis je commence à 8. Dites à l'accueil que vous avez une réunion avec moi. Je m'occupe du reste. » Et sur ces mots, il quitta la pièce, laissant Claire seule avec le goût amer du café et une angoisse sourde qui venait de remplacer l'épuisement. Elle n'avait plus sommeil, seulement des questions. Elle quitta l'immeuble dans le froid matinal, le cœur battant. En traversant le parking vide, elle sentit le poids du jour à venir l'écraser avant même qu'il ne commence. Qu'avait-il voulu dire par là? Pourquoi voulait-il lui parler officiellement? Avait-elle fait quelque chose de mal? Était-ce à cause de cette nuit? De son aveu? Ou autre chose? Le vent glacé traversa sa veste usée alors qu'elle montait sur son scooter. Elle regarda une dernière fois le bâtiment derrière elle. Une lueur s'était allumée dans le bureau de Laurent. Un point de lumière solitaire dans une matinée encore endormie. Claire démarra, le visage figé par l'air mordant, les mains serrées sur le guidon. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à 9 heures. Mais une chose était certaine, rien ne serait plus tout à fait comme avant. La salle de réunion semblait plus grande que d'habitude. Peut-être était-ce le silence du matin, ou bien le fait que Claire y pénétrait seule, sans la moindre idée de ce qu'elle allait entendre. Elle avait déposé Jules à la crèche en hâte, le cœur en vrac, son esprit pris dans une spirale d'hypothèses. Elle avait passé la dernière heure à relire mentalement chaque interaction qu'elle avait eue avec Laurent Dufresne. Chaque mot, chaque regard, chaque commande d'impression, cherchant désespérément un signe, un indice, une faille. Lorsqu'elle entra dans la pièce, la lumière du jour filtrait par les stores à moitié ouverts. Un classeur fermé attendait sur la table, accompagné de 2 gobelets de café fumant. Laurent était déjà là. Il portait la même veste que quelques heures plus tôt, mais avait retiré son manteau. Il ne se leva pas lorsqu'elle entra. Il la regarda simplement, avec cette même expression difficile à décrypter, ni froide, ni chaleureuse, ni distante, ni familière. Claire referma doucement la porte derrière elle, gardant ses mains croisées devant elle, comme si elle pouvait la protéger. Elle s'attendait à un ton sec, à un rappel à l'ordre, peut-être même à une lettre d'avertissement posée sur la table. Au lieu de cela, Laurent lui fit signe de s'asseoir et attendit qu'elle soit en face de lui avant de parler. « Vous êtes fatiguée », dit-il simplement. Claire cligna des yeux. C'était une constatation, pas un reproche. Elle hocha la tête, prudente. « Oui, vous travaillez beaucoup trop. » Elle sentit une pointe d'irritation monter en elle. Elle se redressa, prête à se défendre. Il l'avait convoquée à 9 heures pour lui dire ça, pour lui faire la morale. Avait-il la moindre idée de ce que signifiait le mot « trop » quand on élevait un enfant seul, avec un salaire insuffisant et un avenir incertain? « Je fais ce que je peux », répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait voulu. Ce n'est pas par choix. Laurent acquiesça lentement. « Justement, c'est ce que je voulais aborder avec vous. » Il ouvrit le classeur devant lui, en sortit une feuille, mais ne la lui tendit pas tout de suite. « J'ai réorganisé plusieurs fonctions ces dernières semaines. Le poste de gestion des contrats est libre depuis peu, et je cherche quelqu'un de fiable, rigoureux, capable de tenir sous pression. » Claire fronça les sourcils, incertaine de comprendre. Elle ne dit rien, attendant la suite. « J'ai pensé à vous, » poursuivit-il. « Votre travail ici, malgré vos horaires, vos conditions, est irréprochable. Vous êtes plus organisé que certains cadres, et surtout, vous ne vous plaignez jamais. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il leva légèrement la main comme pour l'empêcher de réagir trop vite. Ce n'est pas un geste de charité, Claire, ni une faveur personnelle. C'est une décision basée sur vos compétences. Cette fonction est plus stratégique, avec moins d'heures, un meilleur salaire et plus de responsabilités. Claire sentit le sol se dérober légèrement sous ses pieds. Elle chercha les pièges, les conséquences, les conditions cachées. Rien dans sa vie n'avait jamais été offert sans contrepartie. Rien n'avait jamais été simple. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. Laurent posa les documents entre eux. Il n'y avait pas de sourire, pas d'enthousiasme exagéré. Seulement une forme de calme lucide dans sa voix, parce que vous en êtes capable, parce que vous êtes déjà en train de faire ce travail sans le titre. Claire baissa les yeux vers la feuille. Une fiche de poste, officielle, datée du jour, signée par lui. Elle resta silencieuse un long moment.
Trop de pensées se bousculaient dans son esprit. Jules, le deuxième emploi, le temps qu'elle pourrait récupérer, la méfiance aussi. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette bienveillance soudaine? Elle releva les yeux. Et si je refuse? Laurent haussa légèrement les épaules. Alors je chercherai quelqu'un d'autre. Mais ce serait, selon moi, une erreur. Elle le regarda longuement. Il ne paraissait pas jouer un rôle. Il ne la poussait pas. Il constatait. « Je peux réfléchir? Prenez la journée. » Elle se leva lentement, tenant la feuille entre ses doigts tremblants. En quittant la salle de réunion, elle se retourna une dernière fois vers lui. « Merci. » Il inclina la tête, sans mot de plus. Claire sortit. Dans le couloir, elle croisa plusieurs collègues. Certains la saluèrent sans s'arrêter, d'autres levèrent à peine les yeux de leur téléphone. Elle avait l'impression étrange que quelque chose avait basculé, même si tout semblait identique à la veille. Lorsqu'elle regagna son poste habituel, elle n'osa pas poser le document sur son bureau. Elle le rangea dans son sac, comme s'il s'agissait d'un objet précieux ou dangereux. La journée s'étira plus lente que d'habitude. Chaque appel, chaque mail semblait s'intercaler entre elle et sa décision. Au déjeuner, elle resta seule. Elle voulait du silence, pas des bavardages, pas des suppositions. Sur le chemin du retour, le soir, elle récupéra Jules plus tôt que d'habitude. Il lui sauta dans les bras en riant. Elle sentit ses petites mains s'accrocher à son manteau, son odeur familière de pâte à modeler et de chocolat chaud. Ils rentrèrent à pied, lentement, à travers les rues illuminées de la ville. À la maison, elle prépara un dîner simple, des pâtes au beurre et un yaourt. Jules raconta sa journée, son dessin, sa dispute avec un camarade. Claire l'écoutait, un sourire tendre aux lèvres, mais son esprit tournait toujours autour du même point. Cette salle de réunion, ce regard de Laurent, cette offre, cette porte entr'ouverte vers une autre vie. Lorsque Jules s'endormit, elle s'assit dans le salon, le document étalé devant elle sur la table basse. Elle le relut une fois, 2 fois. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait fait que tenir, survivre. Mais peut-être que cette fois, il ne s'agissait pas d'un piège. Peut-être que, pour une fois, il fallait accepter. Peut-être que ce n'était pas une erreur. Le lendemain matin, Claire se leva avant même que le réveil ne sonne. Elle n'avait presque pas dormi, prise dans une boucle de pensées qui revenait sans cesse. La proposition de Laurent, la possibilité réelle de sortir de ce cycle d'épuisement, l'angoisse de faire un choix irréversible. En s'habillant, elle jetait des regards furtifs à Jules, encore endormi, et une forme d'espoir nouveau naissait lentement, timide, mais tenace. Elle déposa son fils à la crèche plus tôt que d'habitude, salua Madame Perret avec un mot rapide, puis prit le chemin du bureau, le cœur lourd d'incertitude. La ville s'éveillait lentement, avec les rideaux des magasins encore baissés et les passants engourdis par la fraîcheur du matin. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle poussa la porte de l'entreprise, saluant distraitement l'hôtesse à l'accueil. Rien, à l'extérieur, ne semblait avoir changé, mais en elle, un poids différent s'installait, fait d'espoir et de crainte à parts égales. À son bureau, elle trouva une note manuscrite glissée sous son clavier. L'écriture était soignée, reconnaissable. « Quand vous serez prête ?» Laurent. Elle la relut plusieurs fois, comme si elle contenait un sens caché. À 9 heures précises, elle frappa à la porte de son bureau. Il leva les yeux de ses dossiers et lui fit signe d'entrer sans dire un mot. Sur la petite table ronde près de la fenêtre, 2 tasses de café fumaient déjà. Il n'était pas assis derrière son bureau, mais debout près de la table, comme s'il voulait rendre l'échange moins formel. Claire hésita un instant, puis s'assit. Laurent prit place en face d'elle. Le silence s'étira, mais il ne lui pesait pas. C'était un silence d'attente, pas de tension. « Je suppose que vous avez réfléchi, » dit-il en croisant les bras. Claire hocha lentement la tête, puis sortit le document plié de son sac. « J'accepte. » Elle prononça ces 2 mots comme une libération. Pas comme une victoire, mais comme la fin d'un combat silencieux. Laurent ne réagit pas immédiatement. Il se contenta d'un hochement de tête presque imperceptible avant de répondre d'un ton posé « Bien, on fera la transition en douceur. Vous passerez les 2 prochaines semaines à être formé par Élodie, celle qui occupait ce poste avant. Elle a accepté de vous accompagner pour la prise de fonction. » Claire nota l'absence de surprise dans sa voix, comme s'il avait anticipé sa décision, comme s'il l'avait devinée. Elle se sentit presque mise à nu, mais étrangement ce n'était pas désagréable. Elle reprit une gorgée de café, puis demanda sans vraiment réfléchir « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?»
Laurent la regarda un instant, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. « Parce que je vous observe depuis longtemps. Et parce que parfois, il faut simplement faire ce qui est juste, même si ça dérange. » Cette phrase resta en suspens entre eux, pleine de sens non dit. Claire se contenta d'acquiescer. Elle aurait pu poser d'autres questions, chercher à comprendre davantage, mais elle sentait que ce n'était ni le lieu, ni le moment. Elle se leva peu après, et Laurent ne chercha pas à la retenir. Elle retourna à son poste avec un sentiment étrange. Tout paraissait identique, et pourtant, tout avait changé. Le téléphone sonnait de la même manière. Les collègues passèrent dans le couloir avec la même énergie distraite, mais dans le regard de Claire, une lueur nouvelle s'était allumée. Elle n'était plus uniquement dans la survie. Elle commençait timidement à envisager la construction. Dans l'après-midi, elle fut conviée à une réunion informelle avec Élodie, une femme d'une quarantaine d'années au ton direct, mais pas désagréable. Ensemble, elles passèrent en revue les procédures, les outils numériques, les particularités des contrats de transport, les marges de négociation. Claire écoutait, prenait des notes, posait des questions. Elle était attentive, concentrée, consciente que cette période d'observation serait cruciale. Élodie, au fil des minutes, sembla se détendre, comme si elle réalisait que son remplaçante était peut-être bien plus solide qu'elle ne l'aurait cru. À la pause, alors qu'elle prenait un café dans l'espace détente, Élodie l'observa un instant avant de lancer sur un ton presque complice. « Tu sais, tout le monde parle de toi dans les couloirs. » Claire haussa les sourcils, surprise. Elle n'avait pas remarqué de changement flagrant dans les comportements, mais peut-être s'était-elle voilé la face. « Tu veux dire, à cause du poste ? À cause de toi et de Laurent. Les gens adorent se faire des films. » Claire sentit ses joues chauffer légèrement, mais elle garda le regard droit. « Il n'y a rien. » Élodie sourit sans répondre. Elle but une gorgée de son café, puis ajouta « Ce bureau, il a toujours fait parler. » La conversation s'arrêta là, mais les mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Claire. Elle n'aimait pas l'idée d'être au centre des regards, encore moins des ragots. Elle avait toujours préféré l'anonymat tranquille de ceux qu'on oublie de mentionner. Mais désormais, elle n'avait plus ce luxe. En quittant l'entreprise ce soir-là, elle récupéra Jules un peu plus tôt. Ils prirent le bus ensemble, installés côte à côte, les jambes qui se touchaient, les mains liées sur le siège en plastique. Le garçon lui racontait sa journée avec l'enthousiasme de ceux qui n'ont pas encore appris à se censurer. Claire l'écoutait, attentive, mais une partie de son esprit restait prisonnière de cette idée dérangeante. Elle était observée, jugée. De retour à l'appartement, elle fit couler un bain chaud pour Jules, puis s'installa dans la cuisine avec son carnet. Elle commença à noter les tâches du lendemain, les priorités, les questions à poser à Élodie. Son stylo courait sur le papier avec une rapidité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle se sentait vivante, utile, nécessaire, et en même temps vulnérable. Tard dans la soirée, elle reçut un message de Laurent. Simple, sans ambiguïté. « Merci d'avoir accepté. Tu ne le regretteras pas. » Elle lut et relut ces mots. Elle aurait pu y voir une intention personnelle, mais elle choisit de ne pas surinterpréter. Pas maintenant. Pas quand tout pouvait encore basculer. Avant de se coucher, elle alla voir Jules endormi, les bras au-dessus de la tête. Elle resta là, debout à l'observer, pendant de longues minutes. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de tenir un peu plus fermement les rênes de sa vie, et cela suffisait. Les jours suivants s'écoulèrent avec une intensité nouvelle. Claire, plongée dans sa formation aux côtés d'Élodie, découvrait peu à peu un univers professionnel qui jusqu'alors lui avait été invisible. La gestion des contrats impliquait une précision implacable, une compréhension claire des marges, des délais, des négociations avec les fournisseurs. Mais au-delà des chiffres et des tableaux, il y avait une logique, une forme de stratégie qui la stimulait. Elle apprenait vite, elle notait tout. Elle posait des questions, révisait chez elle après avoir couché Jules. Elle sentait que cette opportunité n'était pas seulement une amélioration de ses conditions de travail, c'était une validation inattendue de sa valeur. Mais plus les journées avançaient, plus elle sentait une tension diffuse s'installer autour d'elle. Ce n'était pas une hostilité franche, mais plutôt une curiosité insistante, des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps, des conversations qui s'interrompaient à son passage. Elle essayait de ne pas y prêter attention, mais elle n'était pas naïve. Elle savait que le changement brusque de sa position, la proximité récente avec Laurent,
et le fait qu'elle soit encore perçue comme la fille discrète de l'accueil alimentait les hypothèses les plus variées. Un vendredi matin, alors qu'elle arrivait plus tôt pour finaliser un rapport à remettre avant midi, elle trouva Laurent déjà installé dans son bureau, les volets entr'ouverts, un stylo entre les doigts. Il semblait absorbé dans ses notes, mais leva les yeux dès qu'elle frappa. Il lui fit signe d'entrer. « J'aimerais qu'on discute quelques minutes. » Claire posa son sac, le cœur battant un peu plus vite. Ce ton n'était pas celui d'une conversation de couloir. Elle s'assit face à lui, tendue. « Tout se passe bien avec Élodie ?» demanda-t-il. « Oui, elle est directe mais très claire, c'est efficace. » Laurent acquiesça, puis croisa les doigts sur la table. « J'ai une autre proposition à vous faire. » Claire sentit ses muscles se contracter légèrement. Elle ne répondit pas, attendant la suite. « Il y a une restructuration en cours au sein du département administratif. La direction envisage de créer une cellule dédiée exclusivement à la gestion des grands comptes. Cela implique un poste transversal entre les services commerciaux et logistiques. J'ai suggéré votre nom. » Elle resta figée, comme si elle avait mal entendu. Son cerveau analysait la phrase sous toutes ses coutures, cherchant un sous-entendu ou une erreur d'interprétation. Ce serait un nouveau poste? Oui. Vous seriez responsable de la coordination des contrats stratégiques, moins d'opérationnel, plus de négociations, d'analyse, de suivi qualité. C'est un cran au-dessus de ce que vous êtes en train de faire avec Élodie. Claire secoua la tête, déstabilisée. Mais je viens à peine de commencer. Je n'ai pas encore prouvé que je pouvais tenir ce poste-là. Laurent la regarda intensément. Justement, vous apprenez vite, vous êtes méthodique, et vous avez une vision que beaucoup ici n'ont pas. Vous connaissez le terrain, vous comprenez les urgences, vous savez ce que c'est que d'être au bout de la chaîne. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il poursuivit. Ce poste implique moins d'heures que votre emploi actuel, mais il nécessite une implication plus stratégique. Il sera mieux rémunéré. Et surtout, il vous permettra de souffler. Claire inspira profondément. Elle était reconnaissante, bien sûr, mais aussi méfiante. Personne ne lui avait jamais tendu la main sans attendre quelque chose en retour. Elle regarda Laurent cherchant un indice, une faille, une raison cachée derrière cette proposition. « Pourquoi vous faites ça ?» Il sourit, à peine. « Parce que je suis fatigué de voir les bons profils être étouffés, et parce que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Ces mots résonnèrent longtemps dans la pièce. Claire sentit une vague d'émotion lui monter à la gorge, mais elle la retint. Elle n'allait pas pleurer. Pas devant lui. Pas maintenant. Elle hocha la tête. « Laissez-moi réfléchir. » Laurent acquiesça, respectant son silence. Elle quitta le bureau peu après, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit pendant les heures suivantes. L'idée de ce nouveau poste occupait toute la place. Elle pensait à Jules, à leur petit appartement, à ses nuits sans sommeil. Elle pensait au trajet sous la pluie, aux factures repoussées, aux fois où elle avait dû dire non à une sortie pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. Elle pensait à ce que cela représenterait pour elle, pour eux. Le soir venu, après avoir couché son fils, elle s'installa devant son ordinateur et chercha à comprendre exactement en quoi consistait une gestion de compte stratégique. Elle lut des articles, regarda des témoignages, prit des notes. Loin de l'effrayer, cela l'intriguait. Elle comprenait les enjeux, identifiait les erreurs à éviter, visualisait les outils qu'elle pourrait utiliser. Et surtout, si pour la première fois, elle se surprenait à se projeter, non pas en survivante, mais en professionnelle. Le lendemain, elle demanda à Élodie un rendez-vous informel. Elles prirent un café à l'extérieur, dans un petit bistrot à 2 rues de l'entreprise. Claire parla à cœur ouvert. Elle évoqua l'offre de Laurent, son hésitation, sa peur de ne pas être prête. Élodie, contre toute attente, ne sembla pas surprise. Il ne fait jamais ce genre de proposition à la légère. Si tu es sur sa liste, c'est qu'il t'a déjà testé sans que tu t'en rendes compte. Claire la regarda surprise. Testé? Il t'a confié des tâches qui, sur le papier, n'étaient pas dans ta fiche de poste. Et tu les as toutes menées à bien. Ce qu'il veut, ce n'est pas quelqu'un avec un diplôme, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et toi, tu réfléchis vite. Claire resta silencieuse, troublée. Le soir même, elle envoya un message à Laurent, court, direct. « J'accepte. » Sa réponse arriva moins d'1 minute plus tard. « Je m'en doutais. Bienvenue. » Claire posa son téléphone, ferma les yeux et laissa ce moment s'imprégner en elle. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas en train de subir. Elle choisissait. Et ce simple fait changeait tout. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait,
mais elle savait désormais qu'il pouvait être différent. Elle n'était plus une silhouette floue dans les marges. Elle avait un nom, une voix, une place. Et elle comptait bien s'en servir. Les jours suivant sa décision, le monde autour de Claire semblait se désagréger en morceaux invisibles, des murmures imperceptibles mais insistants qui glissaient entre les murs de l'entreprise. Elle avait accepté la nouvelle position, signé les papiers et passé des heures supplémentaires à préparer son entrée officielle dans le rôle. Pourtant, malgré ce qui aurait dû être une avancée, elle sentit une tension nouvelle se glisser dans les interstices de son quotidien professionnel. Elle ne la voyait pas venir, ne l'avait pas prévue, et son visage portait désormais les traces d'un combat intérieur silencieux. Lorsque Claire passait dans le couloir, les regards des collègues se faisaient plus lourds. Elle percevait cette question muette qui se posait à chaque croisement. Pourquoi ? Pourquoi toi ? Certains souriaient poliment, d'autres l'évitaient. Quelques-uns discutaient à voix basse, ralentissaient à son passage, puis détournaient les yeux comme s'ils avaient été pris en faute. Elle sentait les chuchotements, sans les entendre distinctement. Elle ne savait pas quels mots étaient reprononcés, mais elle devinait l'inconfort. Le changement brutal de fonction, la proximité que certains imaginaient entre elle et Laurent, la sensation que tout cela était offert plutôt que gagné. Autant d'éléments qui faisaient naître un écho inconfortable parmi ceux qui restaient dans le flux ordinaire de leur travail. Un mardi après-midi, elle traversait l'open space après avoir imprimé des documents stratégiques. Elle passa derrière la colonne de séparation et entendit deux voix s'attarder. L'une disait « Tu as vu comment elle est depuis qu'il lui a proposé ce poste ?» L'autre lui répondit plus bas « Oui, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, hein ?» Claire sentit ses joues se réchauffer. Elle resta là un instant, figée, prise dans ce petit théâtre d'ombre. Elle inspira profondément puis continua son chemin, serrant les documents contre sa poitrine comme un bouclier. Elle n'osait pas revenir en arrière. Les voix s'éloignèrent, mais leur résonance s'amplifia dans son esprit. Était-ce de l'envie, de la jalousie, ou simplement de la suspicion qui accompagne toujours ce qui sort de l'ordinaire? En soirée, quand elle rentrait chez elle, elle se surprenait à repenser à ces moments. À Jules, qui lui demandait pourquoi elle restait souvent tard au téléphone, pourquoi elle soupirait en préparant le dîner. Il ne voyait pas tout, mais il le sentait. Claire s'efforçait d'être présente, de répondre à ses questions avec simplicité, mais le poids supplémentaire s'infiltrait dans leur routine. Elle avait accepté une amélioration, une chance de respirer un peu, et pourtant quelque chose l'étreignait davantage qu'avant. Un jeudi matin, elle arriva au parking de l'immeuble avec le scooter électrique et croisa un collègue qui lui lança un regard froid. Le bruit du moteur parmi les voitures dormantes semblait attirer l'attention. Il lui glissa un bonjour sec, sans lever les yeux. Claire ne répondit pas. Elle monta sur son véhicule, les mains engourdies par la fraîcheur, le casque en place. Elle ressentait ce mélange étrange. D'un côté, la satisfaction d'avoir été reconnue, de l'autre, la solitude que cette reconnaissance engendrait. Elle questionna à nouveau la validité de sa décision, acceptée en tant que cadeau ou en tant que reconnaissance légitime de ses compétences. La différence lui paraissait essentielle, même si elle tardait à formuler les mots. Au travail, elle commença à gérer les premières tâches de sa nouvelle mission. Elle fut invitée à une réunion avec le service commercial et le service juridique. Elle écouta, prise en note, absorbée par les termes techniques, les échéances, les risques. Elle remarqua que certains sourires qu'elle recevait étaient teintés de condescendance, comme si l'on disait « C'est bien pour elle, mais est-ce qu'elle mérite vraiment cela ?» Elle inspira profondément, récita mentalement ce qu'elle savait. Elle mit en avant chaque élément qu'elle avait préparé, elle expliqua ses choix, demanda des clarifications, proposa des pistes d'amélioration. Elle se montra plus assurée que jamais. Pour elle, pour Jules, pour ce moment qui semblait décider de tout. Pourtant, à la fin de la journée, en traversant le corridor vers l'ascenseur, elle entendit encore un murmure. Elle va tomber d'un jour à l'autre. Cette phrase simple, lâchée sans réflexion, lui glaça le sang. Ce n'était pas un avertissement, simplement une prédiction, une attente de chute. Claire poussa la porte de l'ascenseur, entra et ferma les yeux un instant. Elle visualisa une vie différente, puis reprit son souffle. Elle ne voulait pas prêter attention à ses voix. Elle voulait avancer, mais elle comprit que l'avancée ne signifiait pas nier qu'un autre chemin s'ouvrait et que tout nouveau chemin comporte des pièges invisibles. Chez elle, cette même nuit,
Elle chercha dans ses affaires une lettre que lui avait donnée la nourrice de Jules quelques jours plus tôt. Madame Perret trouvait toujours des mots aimables et glissait parfois un petit mot dans le sac de Jules après la crèche. Ce soir-là, la lettre parlait simplement de fierté, de regard différent, de force tranquille. Claire la relut. Elle sentit les larmes monter, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Elle avait quelqu'un qui voyait ce qu'elle était. Peu, mais suffisant. Cela lui donna un peu d'élan, juste assez pour accepter que les voix dans les couloirs étaient moins importantes que l'écho dans son propre cœur. Le lendemain matin, quand elle entra au bâtiment, elle fit un choix. Elle salua l'accueil avec un sourire ferme, marcha vers son bureau sans détourner le regard et répondit à un collègue qui plaisantait froidement en l'appelant le nouveau poste de Claire. Elle répondit simplement « Oui, j'ai changé de poste, on en reparlera en temps voulu ». Le rire se figea. Le regard changea. Quelque chose avait glissé. Elle n'avait plus envie de se justifier. Et ce matin-là, quand Laurent lui passa dans le couloir, il lui fit un signe discret de la tête. Pas de mots. Elle ne répondit pas. Mais dans cette absence d'interaction, elle sentit un respect nouveau. La tension persistait, mais elle n'était plus seule. Elle avançait. Pas vers une certitude aveugle, mais vers une trajectoire dont elle n'était plus spectatrice. La charge mentale demeurait, mais elle avait redéfini les contours. Les voix dans les couloirs ne l'empêcheraient pas d'avancer. Elle ne savait pas si le prochain défi serait réussi ou s'il la renverserait. Mais pour l'instant, elle avait décidé de marcher, et d'assumer que marcher parfois veut dire trébucher, mais jamais rester immobile. Claire avait désormais intégré son nouveau poste. Les premières semaines furent intenses, remplies d'informations, d'observations et de décisions précautionneuses. Chaque journée s'apparentait à une série d'épreuves techniques et humaines. Elle travaillait avec rigueur, analysant les contrats ligne par ligne, repérant les incohérences, restructurant les processus avec l'aide de quelques collègues bienveillants. Petit à petit, elle prenait sa place, non plus comme une assistante reléguée à des tâches secondaires, mais comme une responsable sur laquelle on commençait à compter pour les dossiers sensibles. Ce rôle lui avait permis un réaménagement de sa vie. Elle avait abandonné le second emploi de livreuse de repas. Les soirs redevenaient des moments de vie. Pour la première fois depuis des années, elle allait chercher Jules à l'école avant 19h. Ils avaient même instauré un rituel, cuisiner ensemble, même maladroitement, raconter leur journée, lire une histoire avant de dormir. Claire redécouvrait les gestes simples, les silences doux, les rires sans arrière-pensée. Elle se surprenait à savourer un thé chaud sans devoir répondre à une alarme ou vérifier son planning de livraison. Ce qu'elle n'avait pas osé espérer depuis longtemps devenait réalité. Un quotidien respirable. Mais cette parenthèse fragile se fissura un jeudi matin lorsqu'on la convoqua au service des ressources humaines sans préavis. Le mail était sec, formel, dépourvu de tout indice rassurant. En entrant dans le bureau, elle trouva Madame Garnier, responsable RH, assise derrière son ordinateur, les bras croisés. Sur la table, un dossier attendait, fermé, mais manifestement préparé. L'atmosphère était pesante, et le regard de Garnier trahissait une gêne dissimulée sous la rigidité protocolaire. « Claire, nous avons reçu une plainte anonyme. » La phrase tomba comme un couperet. Claire fronça les sourcils sans comprendre. « Une plainte ? Oui, un message transmis à notre adresse interne. Il vous accuse d'avoir obtenu votre poste actuel en échange de faveurs personnelles. » Le sang de Claire se figea. Elle sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Elle voulut répondre tout de suite, contester avec véhémence, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Elle inspira, profondément, puis reprit le contrôle. Ce n'est pas vrai. Elle articula lentement, en appuyant sur chaque mot. J'ai accepté une proposition, j'ai travaillé, j'ai respecté chaque consigne. Garnier hocha la tête, mais ne semblait pas convaincu. Elle ouvrit le dossier devant elle. Nous n'avons pas encore tiré de conclusion. Une procédure interne a été lancée pour garantir la transparence. Vous comprendrez que cela est nécessaire. Claire sentit le sol se dérober légèrement sous ses pieds. Tout ce qu'elle avait construit si difficilement semblait prêt à lui échapper. Une plainte anonyme suffisait à ébranler des semaines d'efforts concrets. Elle chercha un soutien dans le regard de la responsable RH, mais n'y trouva que distance et prudence. « Monsieur Dufresne est-il au courant ?» demanda-t-elle. Garnier acquiesça. Il assistera à la réunion de clôture de l'analyse, mais il a choisi de ne pas interférer. Ces mots heurtèrent Claire comme un choc. Laurent savait, et il ne disait rien.
Pas même un message, pas une explication. Le silence pesait plus lourd que l'accusation elle-même. Elle sortit du bureau en titubant presque. Dans le couloir, tout semblait identique, mais elle percevait désormais chaque regard comme un jugement potentiel. Elle regagna son poste, ouvrit un fichier sans même lire son contenu, et resta là devant son écran, immobile, incapable de se concentrer. La journée fut longue. Les minutes s'étiraient sans pitié. Personne ne venait la voir. Les collègues parlaient entre eux, vaguement plus discrets que d'habitude. Claire n'osa poser aucune question. Elle se demandait si l'expéditeur de cette plainte était l'un d'eux, peut-être un ancien candidat au poste, peut-être un jaloux, peut-être quelqu'un qui la regardait chaque jour en souriant, mais qui avait empoisonné son avenir d'un simple mail anonyme. Le soir, elle ne dit rien à Jules. Elle l'aida à faire ses devoirs, l'écouta raconter sa journée, mais chaque mot lui demandait un effort immense. Elle prétendit avoir mal à la tête, lui souhaita bonne nuit plutôt que d'habitude, puis resta dans la cuisine, les coudes sur la table, les yeux perdus dans le vide. Une colère sourde grondait en elle. Elle n'avait rien volé à personne. Elle n'avait rien demandé d'autre que la chance de prouver sa valeur. Et voilà qu'on lui opposait des soupçons infondés, qu'on l'examinait comme si elle n'avait pas le droit de réussir. Le lendemain matin, elle reçut un courriel du service RH l'informant qu'une réunion de vérification aurait lieu dans 5 jours. D'ici là, aucun changement de poste, mais une surveillance accrue de son activité. Claire sentit une humiliation sourde la traverser. Elle allait être observée, scrutée, analysée, comme si elle était déjà coupable. Et Laurent, toujours silencieux, ne prenait pas sa défense. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Chaque sourire lui semblait faux, chaque geste trop aimable, suspect. La paranoïa s'insinuait lentement, rongeant sa concentration. Même les tâches les plus simples devenaient des montagnes. Elle hésitait sur des détails qu'elle maîtrisait la veille encore. Elle relisait ses mails 10 fois avant de les envoyer. Elle avait peur de faire le moindre faux pas, de confirmer ce que d'autres attendaient d'elle. Qu'elle tombe, qu'elle échoue, qu'elle abandonne. Le soir, elle se retrouva dans la salle de bain, les mains posées sur le bord du lavabo, le regard perdu dans le miroir. Ses traits étaient tirés, ses yeux fatigués. Elle se demanda pourquoi elle avait accepté ce poste, pourquoi elle s'était laissée convaincre que l'ascension était possible sans en payer le prix. Puis elle se souvint de Jules, de leur rire partagé, de leur soir de cuisine improvisé. C'était pour lui, pour ce souffle nouveau dans leur quotidien, pour ne plus vivre la gorge nouée, les poings serrés. Elle ne pouvait pas tout laisser s'effondrer maintenant. Elle retourna dans le salon, prit un carnet et commença à noter tout ce qu'elle avait fait depuis sa prise de poste. Les projets traités, les réponses reçues, les chiffres améliorés, les retours positifs de clients internes. Elle allait documenter tout ce qu'elle pouvait. Elle n'aurait peut-être que sa parole pour se défendre, mais elle la renforcerait par des preuves, des faits, des dates. Elle n'était pas prête à céder. Pas cette fois. Elle n'avait pas volé sa place. Elle l'avait méritée. Et personne, pas même un mail anonyme, ne l'en ferait douter. Lorsque Claire pénétra dans la salle de réunion où se tenait l'entretien formel avec le service des ressources humaines, elle sentit son estomac se nouer. Elle n'avait dormi que 3 heures la nuit précédente, le reste du temps ayant été consacré à relire chaque courriel professionnel, compiler des fichiers, ordonner méthodiquement les preuves de son travail et de son engagement. Elle portait une veste sobre, ses cheveux attachés, son regard droit malgré l'épuisement. Elle avait fait tout ce qui était humainement possible pour être prête. La salle était déjà occupée par 2 membres du département RH, Madame Garnier et Monsieur Delmas, un juriste de l'entreprise. À leur côté, un siège restait vide, celui de Laurent. Lorsqu'il entra quelques minutes plus tard, Claire ne put s'empêcher de ressentir une brusque montée de déception. Il s'installa sans la regarder, ouvrit son ordinateur, feuilleta quelques documents. Aucune expression n'éclairait son visage, aucun signe ne laissait deviner s'il était là comme soutien ou simple observateur. L'entretien commença de manière neutre. Garnier rappela les motifs de la réunion, l'existence de la plainte anonyme, le devoir de neutralité de l'entreprise, puis demanda à Claire de s'expliquer sur les circonstances de son changement de poste. Claire, méthodique, s'était préparée à cette question. Elle exposa avec calme comment Laurent lui avait proposé une nouvelle fonction, comment elle avait accepté après réflexion, comment elle avait suivi un parcours de formation encadré par Élodie et comment elle avait rempli chacune de ses nouvelles missions avec rigueur. Elle parla sans hausser la voix,
sans se justifier inutilement. Elle ne cherchait pas à convaincre, seulement à exposer les faits. Elle présenta ensuite les documents qu'elle avait réunis. Tableau de suivi, échange d'emails, retour de clients internes, attestation de livrables réalisés dans les délais. Chaque élément était daté, structuré, accessible. Les deux représentants du RH prenaient des notes, consultaient des pièces, échangeaient des regards brefs. Claire, à cet instant, se sentait plus solide que jamais. Pourtant, rien dans l'attitude de Laurent ne lui donnait le moindre indice sur ce qu'il pensait de sa défense. Il restait impassible, le regard rivé sur l'écran de son ordinateur, n'intervenant pas, ne confirmant rien, ne la soutenant pas. Et c'est précisément ce silence-là qui pesa le plus lourd. Lorsque Garnier lui demanda si elle pouvait prouver que la relation entre elle et Laurent avait toujours été strictement professionnelle, Claire répondit fermement « Oui, il n'y a jamais eu d'échange inapproprié. Je suis montée en responsabilité parce que j'ai démontré que j'étais compétente, pas pour d'autres raisons. » Elle sentit son cœur battre plus vite. C'était humiliant d'avoir à affirmer cela, comme si une femme ne pouvait pas gravir un échelon sans que l'ombre d'un soupçon vienne obscurcir ses efforts. Mais elle resta droite. Elle ne fuirait pas. Le silence qui suivit cette déclaration fut long, pesant. Delmas nota quelque chose, puis releva la tête. « Nous avons pris connaissance de vos éléments. Ils seront analysés dans le cadre de la procédure. D'ici là, nous vous demandons de continuer vos missions normalement. Aucune décision ne sera prise avant la clôture de l'enquête. » Claire hocha la tête, se leva, rangea calmement ses papiers. Elle jeta un dernier regard vers Laurent. Il ne la regarda pas. Elle quitta la salle sans un mot, un goût amer dans la bouche, un vide étrange dans la poitrine. Plus que la plainte, plus que le doute des autres, c'était son silence à lui qui la blessait. Il savait ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle avait mis de côté pour s'accrocher à cette opportunité. Il savait qu'elle n'avait rien demandé, qu'elle n'avait jamais joué à un autre jeu que celui du mérite, et il se taisait. Ce silence la hantait encore lorsqu'elle rentra chez elle. Jules vint vers elle, bras grands ouverts, un sourire innocent collé au visage. Claire s'agenouilla, l'enlaça plus fort que d'habitude. Il sentit que quelque chose n'allait pas. « Tu as pleuré, maman ?» Elle secoua la tête, sourit faiblement. « Non, mon cœur, c'est juste une journée compliquée. » Il hocha la tête sans poser plus de questions. Les enfants savent quand il ne faut pas insister. Elle passa la soirée à errer entre les pièces de l'appartement, incapable de se concentrer, de se poser. Tout en elle bouillonnait. La colère, la tristesse, la déception. Elle se demandait si elle aurait dû refuser la proposition dès le début, si elle n'avait pas été naïve de croire qu'un geste juste pouvait exister sans arrière-pensée aux yeux des autres. Elle n'avait jamais cherché à être remarquée. Elle voulait juste travailler, avancer, offrir une vie meilleure à son fils. Et pourtant, même cela semblait trop demander. Elle pensa à écrire un message à Laurent, à lui demander pourquoi il s'était tu. Mais elle se ravisa. Elle ne voulait pas lui donner cette place. Pas maintenant. Pas alors qu'elle se battait pour son nom, pour sa légitimité, pour son avenir. Elle se fit une promesse. Quoi qu'il arrive, elle ne partirait pas. Elle n'allait pas laisser une accusation anonyme effacer ce qu'elle avait construit. Elle tiendrait bon. Le lendemain, elle retourna au travail, la tête haute. Elle croisa des collègues qui évitaient son regard, d'autres qui la saluaient comme si rien ne s'était passé. Elle travailla avec plus de rigueur encore, double vérifia chaque document, anticipa les demandes, livra les projets en avance. Elle ne se laisserait pas démonter. Elle allait prouver par la constance, par la qualité, qu'elle méritait d'être là. Mais malgré tout, un silence persistait, celui de Laurent. Et même si elle prétendait que cela ne l'atteignait pas, une part d'elle, bien enfouie, se demandait s'il regrettait de l'avoir choisi. Cette nuit-là, Claire ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle se retourna dans son lit, cherchant une position qui apaiserait les pensées qui tournaient en boucle dans son esprit. Les images de la réunion, les regards pesants, le silence écrasant de Laurent revenaient sans cesse comme un cauchemar éveillé qu'aucune lumière ne dissipait. Elle se leva plusieurs fois, buvant de l'eau, vérifiant si Jules dormait bien, errant dans l'appartement sans but. Quand l'aube finit par poindre, elle n'avait dormi que par fragments. Son corps était lourd, mais son esprit restait en état d'alerte. Elle savait qu'une bataille intérieure avait commencé et qu'elle devait tenir jusqu'au bout. Elle passa la journée suivante plongée dans ses tâches, répondant à des appels, rédigeant des synthèses, coordonnant des ajustements entre les départements.
Chaque action était maîtrisée, chaque mot pesé. Elle avançait dans son travail comme on avance sur une corde tendue, consciente du moindre déséquilibre, concentrée sur le pas suivant. Ce n'était pas de la peur, c'était de la détermination. Mais une détermination qui puisait dans ses dernières réserves. Lorsqu'elle quitta le bureau en fin de journée, elle sentit l'épuisement physique et mental l'écraser. Jules était chez un petit camarade pour un anniversaire, et pour la première fois depuis longtemps, elle rentra chez elle dans un silence complet. Elle posa son sac, enleva ses chaussures, s'assit sur le canapé. Elle ne chercha pas à allumer la télévision, ni à mettre de la musique. Elle laissa simplement le silence l'envelopper, puis, sans vraiment comprendre pourquoi, elle sentit les larmes couler. Pas de colère, pas de rage, mais une tristesse sourde, profonde, une lassitude immense. Elle ne sursauta pas quand on frappa à la porte. Il était 20 heures passées. Elle ne s'attendait à personne. Elle se leva lentement, pensant que c'était peut-être la mère de l'ami de Jules, venue plus tôt que prévu. En ouvrant, elle resta figée. Laurent se tenait là, les mains dans les poches, le visage fermé mais visiblement tendu. Il ne dit rien immédiatement. Claire non plus. Ils se regardèrent quelques secondes, dans un silence qui contenait plus de mots que n'importe quel discours. Elle finit par s'écarter pour le laisser entrer. Il entra sans un mot, s'arrêta au milieu du salon. Claire referma la porte, s'appuya contre. Il semblait chercher comment commencer, comment formuler ce qui devait être dit. « Je suis venu parce que je n'ai pas su quoi faire d'autre. » Sa voix était plus grave que d'habitude, presque fatiguée. Claire croisa les bras. « Tu n'as rien dit. Tu savais ce qui se disait, et tu n'as rien dit. » Laurent baissa les yeux un instant, puis releva le regard. « Je sais, et je ne cherche pas d'excuses. J'ai eu peur de compliquer les choses. Si j'étais intervenu, on aurait dit que je te protégeais, que c'était la preuve qu'on avait quelque chose à cacher. » Elle le fixa, sans un mot. Il continua. « Le service juridique m'a conseillé de rester neutre pendant la procédure. J'ai accepté, mais je n'ai pas cessé de travailler en parallèle. Je suis en train de préparer une réponse officielle avec les éléments que tu as transmis. Je me bats à ma manière, même si tu ne le vois pas. » Claire sentit une vague contradictoire la traverser. Soulagement, colère, incrédulité. Elle ne savait plus si elle devait le remercier ou lui en vouloir de ne pas avoir partagé cela plus tôt. « Tu aurais pu me le dire, un message, un mot. » Laurent s'approcha d'un pas. « Tu avais l'air si forte. Je pensais que tu n'avais pas besoin que je t'explique quoi que ce soit. » Elle haussa légèrement les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Tu ne m'as pas choisi pour ma force, Laurent. Tu m'as choisi parce que j'étais compétente. » Il acquiesça. « Exactement. Et c'est pour ça que je n'ai jamais douté que tu sortirais de cette épreuve la tête haute. » Claire alla s'asseoir sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux. Elle reprit plus doucement. « Tu sais, je ne suis pas en colère parce qu'on m'accuse. Je suis en colère parce que, pendant une seconde, j'ai pensé que j'avais été stupide d'y croire, à cette possibilité. Cette promotion, je me suis demandé si j'avais été naïve. » Laurent s'assit à son tour à une distance respectueuse. « Tu ne l'as pas été. Tu as été juste. C'est le monde autour de nous qui est parfois lâche. » Un silence retomba. Claire regarda par la fenêtre. Le ciel s'assombrissait lentement. Les réverbères s'allumaient un à un dans la rue. « Tu as déjà vécu ça ?» Laurent tourna la tête vers elle. « Oui, au début de ma carrière. J'étais jeune, inexpérimenté. On m'a accusé d'avoir eu un poste grâce à mon père. Ce n'était pas vrai, mais ça a suffi. Le doute, une fois semé, devient une arme. » Il marqua une pause, puis ajouta « C'est peut-être pour ça que je t'ai remarqué. Tu m'as rappelé cette époque, sauf que toi, tu es encore plus seule. » Claire hocha la tête. Ce qu'elle ressentait enfin trouvait un écho. Non pas une justification, mais une compréhension. Alors pourquoi continuer? Pourquoi se battre dans un système qui juge d'abord qui croit au pire? Laurent se pencha légèrement. Parce qu'il y a des gens comme toi, et que si on ne tient pas, on leur laisse tout le pouvoir. Ils restèrent là, silencieux, côte à côte, sans besoin de parler davantage. Lorsque Laurent se leva pour partir, Claire l'accompagna jusqu'à la porte. Il se tourna vers elle une dernière fois. « Tu n'as pas besoin de moi pour prouver ta valeur, mais si tu as besoin d'un allié, je suis là. » Elle hocha la tête, sans sourire, mais avec une lueur nouvelle dans les yeux. Il sortit et elle referma doucement la porte. Ce soir-là, elle ne pleura pas. Elle dormit, pour la première fois depuis plusieurs nuits, sans interruption. Ce n'était pas une fin. Ce n'était même pas une victoire,
Mais c'était une vérité, et parfois, cela suffisait pour continuer. La semaine suivante, Claire reçut une notification du département des ressources humaines l'informant qu'une période de réévaluation interne allait commencer. Elle ne serait ni suspendue, ni rétrogradée, mais son travail serait placé sous observation pendant 2 semaines. La décision était présentée comme une mesure standard, une procédure visant à garantir l'intégrité des décisions managériales selon les termes exacts du courriel. Pour Claire, cela sonnait comme une mise à l'épreuve silencieuse, une manière détournée de dire « prouve que tu mérites encore cette place ». Elle lut et relut le message plusieurs fois, puis elle ferma l'ordinateur, fixa l'écran noir et resta immobile un long moment. Le moindre faux pas, le moindre retard, le moindre oubli pourrait être interprété comme un signe d'incompétence, ou pire, de culpabilité. Elle ne pouvait pas se permettre d'hésiter. L'idée de devoir démontrer à nouveau ce qu'elle avait déjà prouvé lui pesait profondément. Pourtant, elle ne protesta pas. Elle n'envoya aucun message. Elle n'alla voir personne. Elle se contenta d'accepter, comme elle l'avait toujours fait, et décida de transformer ce test en démonstration. Dès le premier jour de la période d'observation, elle arriva au bureau avant tout le monde. Elle prit soin de vérifier les données des projets en cours, corrigea des erreurs laissées par d'autres, optimisa les délais de transmission, anticipa les questions des partenaires. Elle prépara des documents de synthèse plus clairs, structura les priorités de chaque dossier. Chaque tâche accomplie devenait un argument supplémentaire en sa faveur. Mais derrière cette efficacité se cachait une pression croissante. Elle dormait peu, mangeait mal, ruminait la moindre interaction. Elle se méfiait de tout, des regards, des silences, des compliments même qu'elle analysait avec une prudence nouvelle. Laurent, fidèle à sa parole, respecta une certaine distance. Il lui parlait uniquement en contexte professionnel, ne s'attardait jamais, évitait tout geste qui aurait pu être mal interprété. Claire comprenait cette prudence, mais elle la ressentait aussi comme un isolement. Il était là, sans être là. Et elle, malgré la solidité apparente, commençait à se fissurer. Les nuits devenaient de plus en plus longues. Elle se réveillait avec des migraines, des douleurs musculaires dues au stress accumulé. Elle faisait semblant devant Jules, mais parfois, il la surprenait les yeux rouges. Il ne disait rien, mais elle le voyait s'inquiéter. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, il posa une question simple. « Maman, pourquoi tu pleures quand je dors ?» Claire sentit sa gorge se serrer. Elle reposa sa fourchette, chercha ses mots, évita de croiser son regard. « Parce que je suis fatiguée, mon cœur. Mais ce n'est pas ta faute. » Jules la regarda en silence, puis se leva, vint lui faire un câlin. Elle le serra contre elle, les yeux fermés. Il n'avait que 6 ans, mais il comprenait déjà trop. Elle se demanda si ses efforts valaient vraiment la peine, si le prix payé par leur quotidien n'était pas trop lourd. Mais chaque matin, elle se relevait. Elle retournait au travail avec le même acharnement. Elle refusait de donner raison à ceux qui la jugeaient sans la connaître. Elle voulait sortir de cette période avec sa dignité intacte, pas seulement pour elle, mais aussi pour son fils, pour ce qu'il apprendrait d'elle. À mi-parcours de l'observation, un petit événement vint bouleverser la mécanique. En rangeant une étagère du bureau qu'elle occupait désormais, elle découvrit une vieille boîte en carton contenant des fournitures abandonnées. Parmi les dossiers, un carnet de notes usé attira son attention. Il appartenait à l'ancienne responsable du poste, Élodie. Elle le reconnut à l'écriture fine, anguleuse. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, des pages entières de notes sur des projets passés, des annotations techniques, mais aussi des remarques plus personnelles, des frustrations, des noms, des dates. En tournant les pages, elle tomba sur une lettre soigneusement pliée, glissée entre 2 feuilles. Ce n'était pas un document officiel. C'était un écrit spontané, visiblement non destiné à être partagé. Élodie y racontait dans un ton direct les pressions reçues de la part de certains supérieurs, les manipulations au sein du service juridique, les promotions accordées non pas sur la base de la compétence, mais de l'affinité. Elle y mentionnait des pratiques douteuses, des échanges de faveurs, des conflits d'intérêts camouflés derrière des procédures en apparence neutres. Claire resta un long moment à lire et relire la lettre. Tout ce qu'elle avait soupçonné, sans jamais oser le formuler, s'étalait là, noir sur blanc. Ce document, bien que non officiel, confirmait que le système n'était pas aussi impartial qu'il le prétendait. Mais cela posait une autre question. Que faire de cette lettre?
la garder pour elle, comme une simple preuve qu'elle n'était pas paranoïaque, ou la remettre à la commission de vérification, au risque de bouleverser l'enquête et de s'exposer davantage. Elle réfléchit toute la nuit. Elle savait que l'anonymat de la lettre pouvait être contesté, qu'on pouvait lui reprocher d'utiliser un témoignage sans fondement légal. Mais elle savait aussi que rester silencieuse revenait à trahir la vérité. Elle décida de l'inclure dans les pièces de son dossier, accompagnée d'un mot expliquant sa découverte, sans accusation directe, mais en suggérant que ce contenu méritait d'être analysé. Elle ne cherchait pas à salir l'image de quiconque. Elle voulait simplement que la vérité, dans toute sa complexité, soit entendue. Le lendemain matin, elle remit la lettre confidentiellement à Madame Garnier, sans explication publique. Garnier la remercia sans commentaire. Claire repartit les mains vides, mais l'esprit plus clair. Ce n'était plus seulement une défense personnelle, c'était un acte de résistance contre un système trop souvent injuste. Le soir venu, elle prépara le dîner avec Jules, comme si de rien n'était. Mais dans ses gestes, il y avait une tranquillité nouvelle. Elle avait joué sa carte. Ce qu'il adviendrait ensuite ne dépendait plus uniquement d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle acceptait de ne pas tout contrôler. Mais elle l'avait fait sans se trahir. Et cela, quoi qu'il arrive, resterait son choix. Les jours suivants furent marqués par une tension que même les plus habitués aux procédures internes ne pouvaient ignorer. L'entreprise, d'ordinaire rythmée par des automatismes bien huilés, semblait marcher sur des œufs. Les conversations à voix basse se multipliaient dans les couloirs. Les échanges par email se faisaient plus prudents et le ton général au sein des équipes trahissait une nervosité palpable. Tout le monde savait qu'une enquête interne avait été déclenchée, mais personne n'en connaissait les tenants exacts. Le nom de Claire, bien que rarement prononcé ouvertement, flottait dans l'air comme une présence silencieuse. Pour Claire, chaque jour était un défi supplémentaire. Elle se rendait au bureau avec le dos droit, le regard décidé, bien qu'elle sente en elle une fatigue sourde s'accumuler. Les 2 semaines d'évaluation prenaient fin, mais elle n'avait reçu aucun retour, aucune indication sur l'issue. Elle s'acquittait de ses tâches avec un professionnalisme irréprochable, révisait les documents, anticipait les demandes, restait disponible malgré les silences. Elle ne cherchait plus à comprendre les réactions autour d'elle, elle avançait simplement dans la seule direction qui lui semblait juste, la vérité. C'est lors de la toute dernière soirée de cette période, alors qu'elle terminait un rapport en retard, qu'elle découvrit la lettre. Il était 20 heures passées, les bureaux étaient presque vides, seuls quelques écrans allumés et le bruit lointain de l'ascenseur rompait le calme. Claire fouillait dans le tiroir central de son bureau pour chercher une agrafeuse, lorsqu'elle sentit une résistance au fond du compartiment. Elle écarta les chemises et ses doigts effleurèrent une enveloppe jaunie, collée à l'angle par un morceau de ruban adhésif usé. Elle la sortit, la posa sur le bureau et l'observa un instant. L'enveloppe était vierge, sans nom ni date, mais elle portait les marques du temps. Elle l'ouvrit avec précaution, en craignant d'endommager le contenu. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite d'une encre légèrement fanée, sur un papier à en-tête ancien de l'entreprise. En reconnaissant l'écriture, Claire n'eut aucun doute. C'était la même que celle du carnet d'Élodie, l'ancienne responsable du poste. La lettre commençait sans préambule, d'un ton direct, presque brut. Élodie y relatait une série d'événements remontant à plusieurs mois avant son départ. Elle évoquait des décisions prises en dehors des circuits officiels, des contrats modifiés sans validation, des signatures falsifiées à la hâte pour répondre à des demandes pressantes de la direction. Elle y mentionnait des noms, des dates, des références de projets. Elle exprimait sa frustration, son sentiment d'être instrumentalisée, sa peur d'être tenue responsable de décisions prises sans son accord. Mais ce qui frappa le plus clair, ce fut le dernier paragraphe. Élodie écrivait « Si quelqu'un lit cette lettre, c'est que, comme moi, il ou elle a dû se retrouver seul, face à une machine silencieuse et froide. J'ai écrit cela pour que, si jamais on remet encore en question la parole d'une femme qui a simplement voulu faire son travail, il reste au moins une trace. Je n'ai pas eu le courage de tout dénoncer. Peut-être que vous en aurez davantage. » Claire resta immobile plusieurs minutes après avoir terminé la lecture. Cette lettre confirmait, noir sur blanc, que les doutes qu'elle avait eus sur le fonctionnement interne de l'entreprise n'étaient pas infondés. Mais elle savait aussi que l'existence même de ce document la plaçait dans une position délicate.
Devait-elle le garder pour elle, comme un talisman personnel, ou le remettre à la commission d'évaluation, au risque de déclencher une vague bien plus large qu'elle ne pouvait contrôler? Elle se leva, fit quelques pas dans le bureau, les mains tremblantes. Elle pensa à Jules, à leur vie ensemble, à ce qu'elle avait risqué pour ce poste. Elle pensa à toutes les fois où elle avait baissé les yeux pour éviter les conflits, à toutes les fois où elle s'était dit que tenir bon valait mieux que crier. Mais cette fois-ci, elle n'avait rien fait de mal. Elle n'avait pas à cacher quoi que ce soit. Elle retourna à son bureau, prit une enveloppe neuve, y glissa la lettre d'Élodie accompagnée d'un petit mot manuscrit. Document trouvé dans le tiroir du bureau. Contient des éléments en lien direct avec les pratiques évoquées dans la procédure en cours, à transmettre à la commission. Elle déposa l'enveloppe dans la boîte confidentielle prévue à cet effet dans le bureau de Garnier sans y croiser personne. En sortant du bâtiment, elle sentit le froid de la nuit lui piquer le visage, mais pour la première fois depuis plusieurs jours, elle respira plus librement. Le lendemain matin, rien ne semblait avoir changé. Les mêmes salutations rapides, les mêmes visages concentrés, les mêmes réunions planifiées. Claire continua son travail comme si de rien n'était, bien qu'elle sentît que quelque chose d'invisible s'était déplacé. À l'heure du déjeuner, elle fut appelée par la commission d'évaluation pour un entretien complémentaire. Elle ne fut pas surprise. Elle s'y rendit sans hâte, la tête haute, la lettre d'Élodie ancrée en mémoire comme une balise. Dans la salle, 3 personnes l'attendaient. Garnier, Delmas et une autre représentante de la direction dont elle ne connaissait pas le nom. Ils lui posèrent des questions précises sur le contexte de la découverte, sur ce qu'elle savait, sur ce qu'elle avait fait. Elle répondit calmement sans dramatiser, en insistant sur le fait que sa démarche n'était pas une dénonciation, mais une volonté de faire toute la lumière. Elle ne cita personne. Elle parla de faits, pas de ressentis. Elle resta dans la ligne droite qu'elle s'était fixée. Dire la vérité, sans détour, sans crainte. L'entretien dura près d'1 heure. Lorsqu'elle en sortit, elle ne savait pas si elle avait fait le bon choix, mais elle savait qu'elle avait fait le sien. Et cela, à cet instant précis, suffisait. Pour la première fois, elle n'agissait plus pour plaire, pour survivre, ou pour se faire oublier. Elle agissait pour ne plus jamais se trahir, et c'était une forme de victoire que personne ne pouvait lui ôter. L'enquête interne, après la découverte de la lettre d'Élodie, prit une tournure radicalement différente. En quelques jours, la machine administrative de l'entreprise, habituellement lente et protocolaire, sembla soudainement s'accélérer. Des convocations furent envoyées à plusieurs responsables de département. Des échanges d'emails remontant à plus d'1 an furent épluchés. Des anciens documents de gestion analysés ligne par ligne. Claire, bien qu'elle ne fût plus au centre de l'interrogation, sentit que tout ce qu'elle avait déclenché la dépassait désormais. Elle avait allumé une mèche qu'elle ne pouvait plus éteindre. Les jours suivants furent marqués par une tension visible. Certains collègues évitaient son regard plus franchement encore, tandis que d'autres, curieusement, commençaient à lui adresser la parole avec un ton plus neutre, moins teinté de jugement. Des mots comme courage, audace, intégrité apparaissaient timidement dans certaines discussions. Rien d'officiel, rien de public, mais suffisamment pour qu'elle comprenne que les lignes commençaient à bouger. L'entreprise, secouée dans ses fondations par les révélations d'Élodie, devait réagir. Un vendredi matin, alors que Claire arrivait au bureau, Garnier l'attendait à l'entrée de l'étage. Elle lui demanda de la suivre dans une petite salle vitrée où se trouvait déjà Delmas et un membre de la direction générale qu'elle n'avait encore jamais vu. L'homme d'un âge mûr, costume impeccable, voix posée, se présenta brièvement. Il était le nouveau référent nommé pour la gestion de la suite de l'enquête. Il lui demanda de s'asseoir, puis parla directement. « Madame Moreau, nous tenions à vous informer officiellement que l'enquête menée ces dernières semaines a mis en lumière plusieurs manquements graves aux règles internes de notre entreprise. Les éléments transmis par vous, notamment la lettre retrouvée, ont joué un rôle déterminant dans cette mise au jour. » Claire resta silencieuse, droite sur sa chaise, les mains posées sur ses genoux. L'homme poursuivit. « Après examen, il a été décidé que votre position actuelle vous sera confirmée de façon définitive. Aucun élément ne met en cause votre intégrité ni vos compétences. Bien au contraire, votre gestion de cette situation a été saluée. » Il marqua une pause, la regardant dans les yeux. « Nous vous présentons nos excuses officielles pour les doutes exprimés à votre encontre et pour la procédure d'observation que vous avez dû subir. Vous avez fait preuve d'un professionnalisme exemplaire. » Claire hocha la tête, contenant l'émotion qui montait.
Elle répondit simplement « Merci ». Elle ne savait pas quoi dire de plus. Ce mot, aussi sobre soit-il, contenait tout. La fatigue, la pression, la douleur silencieuse, la dignité préservée. Ce n'était pas une victoire triomphante. C'était une réparation, tardive, mais réelle. Avant de quitter la salle, Garnier lui remit un document officiel signé actant sa nomination en tant que coordinatrice de la gestion des grands comptes, avec rétroactivité à la date initiale de sa prise de fonction. Elle sortit de la salle sous les regards plus légers de ses interlocuteurs. Le poids qui pesait sur ses épaules depuis des semaines semblait s'être allégé, sans disparaître totalement. Une part d'elle savait que tout cela laisserait des traces. Les rumeurs se turent peu à peu. On parla moins d'elle, ou alors autrement. Elle n'était plus celle qui avait été favorisée, mais celle qui avait résisté. Cette inversion du regard ne changeait pas fondamentalement son quotidien, mais elle adoucissait l'air qu'elle respirait. Elle pouvait à nouveau marcher dans les couloirs sans craindre le jugement de chaque porte entr'ouverte. Laurent, resté discret pendant toute la période post-enquête, la convoqua pour un point de suivi. Elle entra dans son bureau sans savoir à quoi s'attendre. Il l'accueillit sans détour, l'invita à s'asseoir. Pendant quelques secondes, il resta silencieux, les mains croisées sur le bureau. Je voulais m'excuser, officiellement et personnellement. Claire le regarda, surprise par la simplicité de la déclaration. Il poursuivit. J'ai cru bien faire en gardant mes distances. Mais en te laissant affronter tout cela seul, j'ai probablement commis la pire erreur. Tu méritais d'être soutenu. Et je ne l'ai pas fait. Elle inspira doucement puis répondit « Je comprends tes raisons et je sais que tu as agi dans l'intérêt de la procédure, mais ce que j'ai traversé, je ne l'oublierai pas. » Il hocha la tête. « Je n'attends pas que tu oublies. Je voulais seulement que tu saches que je regrette. » Un silence s'installa, ni froid, ni pesant. Un silence de fin de chapitre. Claire se leva, ajusta sa veste. « J'ai une réunion avec le service logistique. Bon travail, Claire. » Elle sortit sans répondre. Elle n'en voulait plus à Laurent, mais elle ne le regardait plus avec la même naïveté. Elle comprenait désormais qu'on ne pouvait compter que sur soi, surtout lorsque les enjeux deviennent trop lourds pour être partagés. Le soir même, en rentrant, elle retrouva Jules dans leur petit salon. Il lui demanda si elle allait encore devoir rester tard au travail. Elle lui répondit non, pas ce soir. Elle avait envie d'être là, juste là, présente, sans que son esprit soit happé par des conflits, des doutes, des stratégies. Ils dînèrent en parlant de tout et de rien. Elle rit à ses blagues maladroites, l'aida à finir un dessin commencé la veille, s'endormit plus tard en le regardant dormir apaisé. Elle se dit qu'elle n'avait pas tout perdu. Elle avait même gagné plus que ce qu'elle espérait. Elle s'était prouvée à elle-même qu'elle pouvait tenir, sans plier. Et dans ce moment de calme, elle comprit que le plus dur n'avait pas été d'être accusée à tort. Le plus dur avait été de continuer à croire en elle-même pendant que tout l'environnement voulait la faire douter. Elle n'avait pas cédé. Et c'était cela, sa véritable promotion. Les mois avaient passé depuis l'ouragan silencieux qui avait failli faire basculer l'équilibre fragile de Claire. L'entreprise avait entamé une série de réformes internes après l'enquête, certaines visibles, d'autres encore à l'état embryonnaire. Des personnes avaient quitté leur poste, certaines de leur plein gré, d'autres sur pression discrète, d'autres encore, comme Claire, étaient restées plus solides, plus lucides, mais aussi plus discrètes. La tempête avait laissé des traces, mais elle avait aussi ouvert un espace nouveau, moins bruyant, moins hostile. Claire, désormais installée dans ses fonctions de coordinatrice, gérait une petite équipe de 3 personnes. Elle ne cherchait pas à impressionner ni à s'imposer. Elle écoutait, observait, corrigeait, conseillait. Elle était respectée, non pas pour une posture, mais pour une constance. Elle ne cherchait pas à être vue, seulement à faire bien ce qu'on attendait d'elle. Son bureau, plus lumineux, restait sobre. Quelques photos de Jules, un carnet de notes, un agenda papier soigneusement tenu. Elle ne parlait pas de ce qu'elle avait traversé, pas par honte, simplement parce que c'était derrière elle. Elle avait repris ses études à mi-temps, une formation en gestion d'entreprise à distance qu'elle suivait les soirs après avoir couché Jules. Ce choix, mûri lentement, était pour elle une manière de reprendre la main sur ses ambitions. Non pas pour obtenir un titre ou une promotion, mais pour retrouver un chemin qu'elle avait dû abandonner trop tôt. Étudier pour Claire était devenu une forme de respiration, une preuve que le quotidien ne devait pas être seulement subi, mais aussi construit. Leur quotidien s'était stabilisé.
Jules grandissait, curieux, vif, toujours avide de comprendre les règles du monde. Il allait à l'école avec plaisir, se faisait des amis, racontait ses journées avec une imagination débordante. Il savait que sa mère travaillait beaucoup, mais il savait aussi qu'elle faisait de son mieux pour être présente. Claire avait réorganisé son emploi du temps pour pouvoir aller le chercher au moins 2 fois par semaine. Ces petits moments, ces trajets à pied en discutant de tout et de rien, étaient devenus des rituels précieux. Un samedi après-midi, ils allèrent ensemble au parc de la Tête d'Or. C'était un lieu qu'ils avaient souvent traversé autrefois, mais qu'ils n'avaient jamais pris le temps d'explorer vraiment. Ce jour-là, l'air était frais mais clair. Les feuilles d'automne parsemaient le sol, et le vent léger faisait danser les branches. Jules courait d'un arbre à l'autre, s'arrêtant pour observer une flaque, grimper sur un banc, poser 1000 questions. Claire le suivait du regard, un sourire aux lèvres, ses mains dans les poches de son manteau. Elle ne pensait à rien d'autre. Pas au travail, pas aux échéances, pas aux anciens dossiers. Juste à lui, juste à l'instant. Ils s'arrêtèrent près du lac. Des enfants lançaient des morceaux de pain aux canards. Des couples se tenaient la main, des cyclistes passaient lentement. Claire s'assit sur un banc, Jules à ses côtés, tenant un petit paquet de chips. Il se pencha vers elle. « Maman, tu crois qu'un jour, on pourra partir en vacances tous les deux ?» Elle sourit. « Oui, pas tout de suite. Mais oui, on ira. » Il hocha la tête, satisfait de la réponse, puis retourna à ses observations. Claire, elle, regardait l'eau. Ce calme, ce moment si simple, représentait tout ce qu'elle avait cru impossible il n'y avait pas si longtemps. Elle se souvenait de ses livraisons sous la pluie, des nuits à se demander comment payer la crèche, des réveils en panique, persuadée d'avoir oublié quelque chose d'important. Et aujourd'hui, elle était là, assise, présente, en paix. Elle repensa brièvement à Laurent. Ils ne travaillaient plus directement ensemble. Leurs échanges étaient rares, strictement professionnels, cordiaux. Mais de temps à autre, elle recevait une carte postale, un geste discret, jamais rien de trop personnel. Des villes, des paysages, des petits mots sans promesse. Elle y répondait parfois, mais toujours de manière simple. Ce lien-là avait changé. Il n'était ni coupé ni renforcé. Il avait simplement trouvé une forme plus juste, plus à distance, mais pas absente. Ils n'étaient pas ennemis, pas vraiment amis non plus. Juste 2 personnes qui s'étaient recroisées à un moment clé de leur vie et qui avaient choisi de se respecter. Quand ils rentrèrent du parc, Jules s'endormit dans le bus. Claire le porta jusque dans l'appartement, le déposa doucement sur le lit, le couvrit, puis s'assit dans le salon, seule. Elle alluma une lampe douce, ouvrit son cahier de cours, relut les derniers chapitres. Mais ce soir-là, elle ne prit pas de notes. Elle referma le carnet, regarda autour d'elle. Le silence n'était plus pesant. Il était devenu compagnon. Elle pensa à tout ce qu'elle avait accompli, non pas dans les yeux des autres, mais dans ses propres termes. Elle n'avait pas conquis une place. Elle avait récupéré un droit, celui de vivre dignement, de choisir ses combats, de tracer sa route sans renoncer à ce qu'elle était. Et pour la première fois depuis des années, elle respira sans compter.